Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire ThinkPub et réalisé par la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes connues ou moins connues, mais qui ont en commun la maîtrise de leur sujet. Elles interviennent ainsi sur une thématique précise afin d'ôter toutes méconnaissances, mauvaises informations et déformations de l'information qui biaiseraient notre analyse d'une situation donnée. Ce podcast est disponible en écoute sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous le savez, cette année est une année capitale pour notre pays. Dans quelques semaines à peine, nous serons invités dans l'isoloir afin de choisir notre président, nos représentants à l'Assemblée nationale et nos élus locaux. Les périodes électorales sont toujours des périodes de vive activité. C'est aussi des périodes particulièrement encadrées en termes de communication. Parce que comme on le dit, qui gagne sur le terrain de la communication a tout gagné. Pour cet épisode de notre podcast, je vous invite ainsi à discuter de communication politique. On désigne par communication politique l'ensemble de toutes les techniques qui permettent de favoriser l'appui de l'opinion politique durant un mandat ou lors de la marche vers le pouvoir. On constate depuis un certain temps qu'on la retrouve partout, la communication politique. Elle est étroitement liée à l'évolution technologique des médias et à la place que l'opinion publique occupe dans la démocratie. Alors, en vérité, qu'est-ce que c'est réellement la communication politique ? Pourquoi est-ce aussi important pour les acteurs politiques d'avoir une communication bien structurée ? Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Alors, c'est fait à dessein de ne pas dire votre nom en entrée. Je voulais que vous vous présentiez vous-même. Je suis sûre qu'une fois que vous aurez commencé à dire exactement qui vous êtes, beaucoup de personnes du domaine sauront exactement qui est mon invité du jour. Alors, qui êtes-vous, monsieur ? Je ne suis peut-être pas aussi connu que vous, Madame Zengue. Je suis Christian Bois. Je suis consultant en communication. Et voilà, je travaille sur un certain nombre de projets, notamment événementiels, qui sont liés à tout ce qui est aspect communication institutionnelle depuis un certain nombre d'années déjà. Et j'ai mon cabinet, voilà ce que je peux dire d'entrée. Justement, c'est ce cabinet qui nous emmène là. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai choisi. Donc, vous l'avez bien compris, mon invité du jour, c'est Monsieur Christian Bois. Vous avez une agence de communication qui s'appelle Comme Unique. C'est cela. Et c'est avec vous et sur la base de votre expertise que j'avais besoin de parler, de discuter un petit peu de ce que c'est réellement la communication politique et tout ça. Et ce que j'aimerais vous demander d'entrée de jeu, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui, selon vous, vous rend légitime pour discuter de communication politique, parce que vous n'êtes pas un acteur politique. Non, pas du tout. Pas du tout. On va dire qu'on va faire un petit tour en arrière. Moi, je suis titulaire d'un baccalauréat littéraire, donc série A1, que j'ai obtenu au lycée national Léon-Mba. Ensuite, j'ai intégré l'université Omar Bongo, au département de lettres modernes, et j'ai fait une maîtrise en littérature générale et comparée. Donc, j'ai fait une spécialité qu'on appelle la sémiotique. C'est celle qui nous permet d'analyser un certain nombre de signes et d'images dans le processus de communication ou dans le processus d'élaboration d'un discours. Lorsque j'ai terminé ma maîtrise, l'université Omar Bongo a signé un partenariat avec l'UNESCO pour ouvrir un département de communication au sein de cette même université. Et donc, comme je travaillais déjà par ailleurs quand j'étais en lettres modernes dans une agence de communication, j'ai saisi l'opportunité, je me suis dit, j'ai déjà des atouts pratiques, je vais aller chercher les atouts théoriques pour pouvoir être légitime et pouvoir renforcer mes connaissances dans le domaine de la communication. Donc je me suis inscrit au département de sciences de l'information et de la communication de l'université Omar Bongo. C'était la première promotion. Et j'en suis sorti avec un master en recherche dans les sciences info et communication. J'ai fait une option qu'on appelle médias, société et gouvernance. Et j'ai plus particulièrement travaillé sur tout ce qui est droit et communication politique en période de campagne électorale au Gabon. Donc j'ai vraiment travaillé sur les textes qui encadrent la communication politique au Gabon en période d'élection, notamment présidentielle.
Génial. Du coup, vous comprenez, chers auditeurs, qu'on a affaire à la bonne personne pour nous parler de communication politique. Alors, c'est vrai qu'en entrée, j'ai dit un petit peu ce que c'était que la communication politique, mais après, ça reste des informations qui sont disponibles sur Internet, disponibles à tous, mais ça n'explique pas concrètement ce que c'est. Alors, en quoi consiste, avant de parler de la communication en elle-même, on va parler un peu de votre travail de consultant. En quoi consiste exactement le métier de communicant politique? Oula, c'est une grosse question, mais on va essayer. En réalité, le communicant politique, comme on l'appelle, c'est un responsable de communication politique. On peut généralement le définir comme quelqu'un qui est le porte-étendard de la communication d'un homme politique, d'un gouvernement, d'une organisation, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est quelqu'un qui est là, qui a de fortes aptitudes dans le domaine de la communication, dans le domaine de la synthèse, et qui structure pour les besoins des gens qui l'emploient un processus de communication qui soit le plus efficace possible et le plus adapté possible aux cibles qui sont celles définies et par aux les missions gens recherchées. Oui. Exactement. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir une forte, mais je dis bien une forte aptitude à être connecté avec le monde des médias. Parce que vous savez, peu importe comment la communication se déploie de nos jours, les médias restent une place centrale. Très importante dans tout ce qui est diffusion de l'information. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie de communication, vous pouvez avoir le meilleur message à faire passer. Si vous ne savez pas comment utiliser les vecteurs de diffusion, votre message, il va avoir aucun impact sur vos cibles. Donc c'est quelqu'un qui doit être aguerri et qui doit avoir un sens de la culture générale très élevé. Parce que, vous savez, c'est souvent amusant pour nous, les communicants, d'avoir l'impression que tout le monde s'improvise communicant. Déjà, Exactement. ce qu'il faut préciser, que le communicant politique, il est tout sauf journaliste. J'ai rien contre nos amis journalistes qui sont des conseillers en communication, des conseillers en communication politique de certaines autorités. Mais ce qu'il faut dire, c'est que déjà, le communicant politique, ce n'est pas le journaliste tel que défini. Le journalisme est un métier. Et la communication politique, le communicant politique, le consultant politique, c'est un autre métier à part entière. Donc, il y a cet amalgame-là qu'il faut déjà lever. Donc, le communicant politique, c'est quelqu'un qui est comme une boîte à outils, qui utilise le journaliste, qui utilise les régies publicitaires, qui utilise tout un panel d'outils qui sont à sa disposition et qui l'utilise en fonction de l'action qu'il veut faire passer et qui soit le plus efficace possible. D'accord. Donc, notre métier, en réalité, consiste à être assis dans ce qu'on peut appeler un bureau de verre, 4 murs en verre, parce qu'on doit pouvoir savoir ce qui se passe à l'extérieur et les gens doivent pouvoir savoir que nous sommes là et que toutes les actions qui gravitent autour de ce que nous faisons sont importantes. C'est comme des signaux que nous captons et puis nous nous disons, ça on va utiliser ça. Pour donner plus d'écho à chaque chose qui se passe. Il y a une action là-bas, je vais l'utiliser comme ça. Nous sommes dans les questions environnementales. Comment je positionne ma personnalité politique? Comment je positionne l'organisation pour laquelle je travaille? Pour que ça fasse écho et que ça nous attire les faveurs Parce que derrière, il y a toujours cette question de c'est qui notre cible? On communique pour qui et pour faire quoi? Donc, il y a ce volet-là qui est très important dans ce que nous faisons. C'est pour ça que nous sommes les observateurs et nous sommes des conseils. On ne nous connaît pas, on ne doit pas nous connaître. Notre métier, on n'est pas des stars comme les journalistes. Vous savez, les journalistes, c'est des stars. On se sert des journalistes pour passer notre message. C'est-à-dire aujourd'hui, si moi, je veux faire passer un message à la jeunesse ou aux femmes, je peux dire à mon patron ou je peux dire à mon client, on va utiliser Gina. C'est-à-dire Gina, c'est une animatrice radio, c'est une personnalité publique. Elle a un crédit que nous, on n'a peut-être pas. Mais si elle dit pour nous ce qu'on veut dire, ça aura un impact qui peut... Voilà. Donc, c'est une association, c'est un mélange, c'est toujours une question de juxtaposition, c'est toujours une question de point de vue, c'est toujours une question de prise de position. Aujourd'hui, monsieur Bois, est-ce que vous pensez que les hommes politiques comprennent la nécessité d'avoir un bon
communicant politique? Je le dis parce que vous avez un peu effleuré la question tout à l'heure quand vous avez mentionné le fait qu'aujourd'hui, dans la plupart des institutions, des organisations publiques, enfin, même parapubliques, hein, les responsables en communication, les conseillers en communication sont souvent pris dans le monde des médias, ou parfois dans les grosses organisations. Certains responsables communication, ils sont emmenés après qu'ils aient fait une carrière un peu éparse dans l'organisation. Et puis, le service de communication, c'est un peu comme le garage où on les met pour qu'ils soient un peu au calme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que donc, ceux qui sont vos clients aujourd'hui comprennent véritablement la nécessité d'avoir un véritable agent de communication? Et surtout, qu'est-ce que ça leur apporte? Parce que si c'est devenu comme une norme, en vérité, ce que je venais de décrire, c'est peut-être parce que on a vu les résultats. Hein. Il y a deux choses. Il y a le fait que nous les consultants en communication, nous qui définissons les stratégies de communication pour les gens qui ont besoin de nous, on a fait un constat. Sur le domaine politique, c'est très sensible. Parce qu'en réalité, Madame Zengue, si vous êtes députée, ou si vous briguez un mandat, ou si vous êtes ministre, ou si vous êtes directrice générale d'une administration publique, vous avez envie de mettre autour de vous des gens en griffe que vous maîtrisez et des gens en griffe qui ne vont pas toujours vous contredire dans ce que vous voulez faire. En réalité, la plupart des hommes politiques, la plupart des ministres, la plupart des personnes qui occupent des postes dans notre pays n'ont pas véritablement de conseillers en communication dans les faits du métier. Ils ont ce qu'on appelle des attachés de presse. Ils ont des personnes qu'ils utilisent parce qu'ils ont besoin que lorsqu'ils vont monter une action, la presse soit là. Donc, c'est des gens qui sont en relation avec la presse pour rendre visibles les actions de leur patron. Ce que nous faisons, c'est aller voir ces gens. Nous, on peut aller voir un ministre. Dit, monsieur le ministre, vous gérez le ministère des Travaux publics. Il y a beaucoup de travaux. Non, on va changer. Vous gérez le ministère des Manguiers. Parce que si vous dites le ministère des Travaux publics, on peut penser vraiment que là, on est en train de s'adresser. Voilà. Nous sommes désolés, les Travaux publics. Vous gérez le ministère des Manguiers. Voilà. Donc, il y a plein de plantations de manguiers au Gabon et il faut trouver comment on positionne les mangues du Gabon comme les meilleures mangues de la sous-région. Jusque-là, on n'a pas encore dit qu'on passe à la télé. Nous, on lui dit, voilà comment il faut structurer la chose pour que les médias arrivent à passer des messages qui disent qu'au Gabon, on fait les meilleures mangues. Ça, c'est notre travail. En fait, vous définissez la stratégie. On définit une stratégie de communication qu'on met à leur disposition et après, ils l'implémentent. Je peux vous dire qu'en plus de 15 ans d'expérience que j'ai aujourd'hui, on a défini tellement de stratégies de communication, on a même parfois été payé. Après, on prend ça, on met dans un tiroir. Parce que pour les gens, ça demande un exercice, mais de rigueur pour accepter que quelqu'un qui n'est pas au-dessus de vous dise arrêtez que voilà comment vous devez communiquer. C'est tout le problème au Gabon. Mais je suis certain que oui, nos hommes politiques, nos gouvernants, les grosses organisations au Gabon comprennent c'est quoi aujourd'hui l'intérêt d'avoir des communicants qui leur permettent d'élaborer des stratégies de communication efficientes. Sauf qu'on a ces habitudes-là qui font que c'est partisan. C'est très partisan. Pourquoi j'irai prendre... regardez les structures, regardez la structuration des nominations quand on prend... Il faut regarder les conseils en communication politique. C'est toujours très, très proche de la personne. C'est-à-dire, vous allez prendre un journaliste que vous connaissez, vous aimez sa diction, vous savez que s'il appelle ses collègues dans les médias, tout de suite dans votre bureau, vous avez la presse. Donc, ça ne répond pas à un intérêt véritable de mettre en place une stratégie de communication, mais ça répond tout de suite à un intérêt immédiat qui est celui de rendre visibles vos actions. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que les gens ne se donnent pas le temps de mettre en place des stratégies de communication. Parce qu'une stratégie de communication, c'est sur minimum 2 ans. Ils ne savent jamais s'ils sont là pour 2 ans.
Donc, ils se disent pourquoi je vais perdre de l'argent, pourquoi je vais perdre de l'énergie, pourquoi je vais prendre du temps pour élaborer une stratégie de communication qui s'élabore peut-être et se valide dans 6 mois pour qu'au bout d'un an, je sois débarqué et peut-être envoyé ailleurs et donc je ne verrai pas. Donc, il y a... Mais là, du coup, moi, j'ai envie de vous demander pardon, Monsieur Bois, mais là, du coup, on va rentrer. Il y a 2 notions au moment où vous êtes en train de parler qui me viennent en tête. Premièrement, expliquez-nous dans ce cas, pourquoi une stratégie de communication est dans ce cas importante pour le responsable d'administration dont on est en train de parler. Et deuxième question, qu'est-ce qu'il en est de la continuité de l'administration? Parce qu'en vérité, la stratégie de communication est-elle faite pour le responsable administratif ou elle est faite pour le service? Parce que dans ce cas, si le responsable s'en va, le prochain peut toujours l'utiliser. Dans le cas des manques dont on est en train de parler. Madame Zengue, ça c'est dans un monde qu'on appelle en théorie. C'est-à-dire en théorie, ça devrait se passer comme ça. On devrait avoir une continuité dans l'action de la gestion. Dans le privé, oui. C'est-à-dire aujourd'hui, vous prenez l'entreprise X machin, SA qui vous prend pour monter une stratégie de communication. Si on change le manager, la stratégie elle va rester parce qu'elle appartient à l'entreprise. C'est l'entreprise qui a payé pour avoir une stratégie de communication. Donc, elle va être déployée, peu importe celui qui a la tête. Mais dans le monde politique, c'est très personnalisé. On fait une stratégie pour Madame Zengue. On fait la stratégie pour vous. C'est-à-dire, vous êtes candidate à la députation. Au 10e arrondissement. Les messages qu'on va définir, c'est pour vous. Ça ne tient que pour vous. C'est très personnalisé. C'est pareil dans les ministères. Quand vous changez de ministre, c'est une question de vision. On ne parle pas du programme, c'est une question de vision. Celui qui vient, il dit, c'est pas comme ça que moi je vois les choses. Moi, je pense plutôt que je vais aller sur cet axe. Et donc, on est toujours en train de recommencer, Vous savez, c'est souvent très amusant. On change de ministre et puis on vous rappelle. On dit, le ministère vous a payé 60% pour monter une stratégie de communication. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc, vous vous mettez dans une position où vous devez recommencer une stratégie de communication que le ministre estime qu'il a déjà payé. Parce que vous avez déjà perçu l'argent. Donc, c'est toujours à côté de tir. On n'est pas toujours de très bons amis, mais c'est le jeu de la communication politique. Vous travaillez... C'est un domaine bien particulier. C'est très personnalisé. On ne parle pas là d'une stratégie commerciale pour une entreprise. On parle de stratégie en communication politique. Quand vous êtes communicant rattaché au service d'un homme politique, vous travaillez pour son image. Vous ne travaillez pas pour que son siège brille. Vous travaillez pour qu'il brille dans son siège. D'accord, mais dans ce cas, on revient donc à la question que je vous posais. Quelle est l'utilité d'avoir une stratégie? On sait que les choses vont extrêmement vite en politique. C'est vraiment un jeu où on déplace les pions très, très rapidement. Alors, c'est quoi l'intérêt d'avoir une stratégie politique? Vous savez, l'un des postulats les plus connus en communication qui a été développé par l'école de Palo Alto, c'est qu'on ne peut ne pas communiquer. C'est tout ce qu'on fait. Dès que vous entrez dans une salle, vous avez à communiquer par votre parfum, par votre manière d'être habillé, par la communication non verbale. Vous avez déjà communiqué. Donc, peu importe ce qu'on fait, on ne peut ne pas communiquer. Imaginez maintenant au niveau de la communication politique, au niveau de la sphère politique, où il y a une interaction entre une personne qui a besoin d'autres personnes pour qu'elle soit au top. Donc, lui, il a besoin, parce que tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, tout ce qui va être fait autour de lui, c'est la gestion de son image de marque. Donc, il a besoin d'avoir autour de lui une équipe de communicants, mais je ne dis même pas un communicant, je dis une équipe de communicants, parce que dans la communication, il y a plusieurs volets. Il a besoin d'avoir autour de lui une équipe de communicants qui vont décortiquer ses forces à lui, ses faiblesses, les opportunités de ce qu'il présente et les limites à ce qu'il propose. Là, je vous parle de quelqu'un qui va lui dire « vos costumes noirs là, ça passe pas ». L'autre va lui dire « les longs cheveux, ça passe pas ». L'autre va lui dire « écoutez, quand on va dans tel quartier, le langage là, ça passe pas ». Donc, il a autour de lui une équipe de communication
qui va structurer, et il doit accepter de se plier au jeu, qui va structurer son image de marque et qui va faire qu'il passe comme dans une machine à laver. Et puis quand il ressort, sa manière de parler, sa manière de se tenir, ça doit être des choses qui sont tout de suite évidentes. Vous savez, il portait des costumes noirs. Et puis aujourd'hui, il vient, il porte des costumes clairs. Tout de suite, tout le monde le remarque. Et rien que le fait de le remarquer, ça a changé la perception qu'on a de lui. Il commence à faire réfléchir autour de lui. Pourquoi il est passé au costume clair? Et donc là, les gens commencent à s'intéresser à vous. Le but de la communication en politique, c'est qu'on s'intéresse à votre client. À l'acteur, oui. Parfois, il y a des bad buzz. Les gens créent des bad buzz. Pourquoi on s'intéresse à eux? On fait un truc qui n'est pas bien, mais on a préparé comment on va rattraper ça. Mais l'intérêt, c'est qu'on s'intéresse à vous. Parce que si on s'intéresse à vous, on finira par vous écouter. Si on vous écoute, vous avez peut-être la chance de réussir à faire passer votre message, de réussir à vous faire comprendre et peut-être de réussir à obtenir les suffrages des populations que vous allez solliciter. C'est un deal. Je répète qu'on n'est pas dans une stratégie commerciale où derrière, il y a un produit à vendre. Exactement. Et un profit à avoir. Le produit, c'est l'homme politique. Le produit, c'est le message de l'homme politique. Le produit, c'est comment l'homme politique se positionne dans un environnement donné pour obtenir les faveurs des populations de cet environnement. Donc, c'est extrêmement important pour l'homme politique d'avoir une équipe de communication. Mais c'est impossible aujourd'hui pour un homme politique de ne pas avoir une équipe de communication. Impossible. Il n'existe pas, en fait. Il n'existerait pas. Vous l'avez dit tout à l'heure qu'il faut aussi que l'homme politique, du coup, il accepte et qu'il écoute. Parce que parfois, c'est des changements qui peuvent être drastiques. On est à la fois en train de parler de l'image de quelqu'un et parfois on toucherait même un peu à l'identité de cette personne si cette identité ne correspond pas à l'objectif recherché. Alors aujourd'hui, dans un monde où le numérique est présent partout, où tout le monde est convaincu qu'en vérité, il peut faire de la communication, où parfois les acteurs sont eux-mêmes sur leur téléphone, sur Twitter, qui de TikTok, qui de Facebook et ainsi de suite. Qu'est-ce qui, selon vous, peut encore être l'apport que vous avez dans ce secteur? Parce que les gens, ils se disent qu'ils peuvent faire tout ça tout seuls. Hein. Madame Zengue, mais j'ai jamais dit tout de suite que c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Ok, très bien. L'avènement du numérique nous a fait entrer dans une ère, mais d'une autre dimension. C'est-à-dire aujourd'hui, on vit le dictat du numérique, où tout le monde pense qu'il peut tout dire à n'importe qui, à n'importe quel moment, parce qu'on est dans ce nouvel espace-là qui n'a pas de limite matérielle, qui parfois n'a même pas les contraintes financières qu'il faut pour une vraie stratégie de communication. On se dit, j'ai mon smartphone, j'ai ma connexion Internet, même depuis le bureau de ma sœur Gina Zengue, je viens là, je poste. Mais ok, très bien le numérique. Le numérique, en soi, ce n'est pas un problème. Mais il faut qu'il entre dans une stratégie de communication. Je vous ai dit que le communicant politique utilise un certain nombre d'outils, comme celui qui est directeur marketing d'une entreprise commerciale utilise un certain nombre d'outils commerciaux pour élaborer une stratégie marketing qui va rendre son entreprise rentable. Ici, mon entreprise, c'est mon homme politique. Et puis, il ne faut pas que les hommes politiques oublient qu'ils appartiennent soit à un parti politique, soit à un groupe de personnes qui les soutient, soit... en tout cas, ils sont toujours soutenus par des personnes qui investissent, qui misent sur eux. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'eux. Ils sont les têtes de file d'un programme, d'une idéologie, d'un groupe de personnes. Donc, ils doivent se plier à cet exercice. Ils doivent se plier à cet exercice. Vous ne pouvez pas être un homme politique et prendre le risque, je dis bien le risque, de gérer vous-même vos plateformes digitales. Parce que si nous sommes en campagne contre votre candidat, Madame Zengue,
vous êtes consultant en communication politique d'un candidat, moi je suis consultant de mon candidat, et qu'on arrive à trouver des choses pas très jolies sur vous et qu'on arrive à les diffuser. Si votre candidat a la main sur ses réseaux sociaux, l'envie de se justifier lorsqu'on dit quelque chose sur lui est tellement forte, et c'est humain. Si on vous attaque, vous avez envie de crier que ce qu'on dit là, c'est pas vrai. Donc c'est dangereux pour les hommes politiques d'avoir leurs réseaux sociaux entre leurs mains. Parce qu'on rentre très vite dans la polémique. Mais regardez Donald Trump. Tout le problème de Donald Trump, c'est que c'est lui-même le communicant. Sur Twitter, il y allait comme il voulait. On l'a banni. Il a créé son réseau. C'est totalement de la folie de mettre... Quand vous êtes un communicant politique, vous êtes comme l'avocat de votre client. Il doit vous écouter. C'est vous qui lui dites ce qu'il dit. Il va vous dire, oui, moi je pense que j'ai envie de faire passer. Oui, ok. C'est pas le moment. C'est pas sur Twitter. C'est peut-être mieux. C'est pas le bon format. C'est pas le bon format. C'est pas le bon timing. Voilà. C'est peut-être même pas je sais pas. Il faut trouver comment vous allez dire ça. Peut-être qu'on va faire une petite vidéo. Peut-être qu'on va juste faire une infographie. Peut-être même que c'est pas à vous de le dire. On va le dire sur votre page, mais c'est pas à vous de le dire. Donc, les réseaux sociaux, le digital, le numérique, ça nous a donné aujourd'hui des possibilités. Mais attention, les possibilités, il faut savoir les encadrer. Je répète que utiliser le digital aujourd'hui, soi-même, c'est extrêmement dangereux. C'est incontournable. Mais premièrement, il ne faut pas le laisser entre les mains des hommes politiques parce que ça devient des armes qu'on ne contrôle plus. Et deuxièmement, il faut que ce soit intégré dans une stratégie globale. Le digital ne peut pas aujourd'hui être, comme je le vois, se définir comme une forme de communication à part. Ce n'est pas une forme de communication, c'est un outil qui entre dans... C'est comme la télé, c'est comme la presse écrite. Donc, on doit utiliser le digital aujourd'hui dans une forme de communication globale, dans une stratégie globale. Ça veut dire, vous dites, en termes de digital, nous allons faire ceci. On va utiliser Twitter et on n'a pas besoin de Facebook. En termes de presse écrite, on va prendre ça. En termes de... On prend ça. Donc, vous devez définir une stratégie globale avec des actions sur chaque média. Le digital, c'est un média. Les gens se trompent, en fait, en pensant que c'est un outil à part. Vous savez, moi, je vois aujourd'hui des agences qui sont des agences de communication digitale. Oui. Très bien. Mais ces agences-là, dans les vrais pays qui sont structurés, dans les dispositifs de campagne des candidats, ces agences travaillent souvent pour la véritable agence de communication globale qui définit et qui les appelle expressément pour dire nous ne gérons pas ce genre ce type de médias. On a besoin de vous, mais vous entrez dans notre stratégie. D'accord. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que la communication digitale en elle-même ne peut pas être la communication centrale et principale. Mais enfin, sur la base politique. De quoi? C'est un outil de communication. Aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, le digital est devenu incontournable. Mais parce qu'on tombe dans la facilité. Parce que les gens ne veulent pas faire les efforts. Mais évidemment que c'est plus facile pour vous et moi d'appeler un infographe, faire une jolie petite infographie et la publier que de s'asseoir pendant 1 mois et demi à élaborer la stratégie pour notre candidat. Et c'est plus facile d'aller le voir en lui disant, parce que tout le monde est bluffé par l'image. Et le digital nous donne cette force-là. Quelle image? Vous lui dites, aujourd'hui, là, on monte l'infographie, il est 14h30, à 14h45, tout le monde te voit dans le monde entier. Mais enfin, c'est très bien. Mais c'est très bien si ça entre dans une stratégie globale. Ça peut pas, le digital en lui-même seul ne peut pas être une stratégie de communication. Voilà, ce n'est pas un outil principal. C'est dans la boîte à outils qu'on utilise en communication, on prend le digital. La preuve, c'est que c'est transversal. Tout le monde, vous allez à l'église, tout le monde utilise ça. Vous allez dans les entreprises commerciales, tout le monde utilise ça. Vous allez en politique, tout le monde utilise ça. Donc, vous voyez bien que quelque chose qu'on utilise un peu partout ne peut pas être un objet en tant que tel. C'est un outil. Dans ce cas, suivant votre logique, aujourd'hui, on a vraiment l'impression que tous les acteurs politiques se sont jetés, tête la première, sur les réseaux sociaux. Ils s'en servent encore et encore, parfois un peu trop même, pour certains. Et vous avez dit que le communicant politique se sert de
plusieurs outils. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui doit véritablement constituer les outils ou les supports de communication d'un homme politique? Écoutez, Madame Zengue, lorsque vous décidez d'aller en campagne électorale, C'est là dans quelques jours à peine. J'ose espérer que les états-majors de campagne des différents candidats sont à pied d'œuvre depuis 6 mois pour structurer la stratégie de communication de leurs candidats. Le deal entre l'homme politique, les gouvernants, les autorités et les populations, c'est qu'on vous promet, on vient vous solliciter en vous promettant des choses, en mettant en place un programme pour le bien-être de tout le monde. Mm-hmm. C'est cela la base. C'est cela la base de la communication d'un homme politique. C'est-à-dire, j'ai une idéologie, je crois une idéologie qui peut être exportée, je crois une idéologie, et ensuite, moi, j'ai une vision, pour ma localité. Je suis candidat au 15e arrondissement de Libreville. Moi, j'ai une vision pour cet arrondissement. Je veux qu'il y ait des palmiers partout. Je veux que ce soit comme ça, je veux que ce soit comme ça. Et je veux le partager avec les gens. C'est ce que je veux partager avec vous. Mmh. C'est comme ça que je veux vous sublimer. Donc, une fois que moi, je suis assis sur ça et que j'ai partagé ça avec mon équipe de communication, et puis il y a tout ce qui va avec, il y a les financiers, il y a tout le monde. Parce qu'il faut donner des chiffres. Il y a toute une équipe derrière. Une fois que je suis convaincu de mon idéologie, ma vision, j'avais appelé une équipe de communication à qui je vais dire, voilà ce que moi je pense. Ils vont me définir un message qui correspond à l'environnement sociologique vers lequel je veux aller. Parce que la communication, ça reste un outil avec un volet sociologique et anthropologique hautement important. Parce qu'on s'adresse aux humains dans leur environnement de vie. C'est une question de relations de cohabitation entre humains. Donc, c'est sociologiquement et anthropologiquement très, très, très pointilleux. Donc, une fois qu'on a réussi à regrouper autour de nous une équipe de communication, on dit, bon, quels sont les messages qui peuvent être adaptés aux populations du 15e arrondissement de Libreville? Je suis en train de vous dire là que ce ne sont pas les outils qu'on va utiliser qui vont nous rendre forts ou pas forts. C'est le message. C'est comment nous allons structurer notre message. Mm-hmm. Parce qu'une fois qu'on a réussi à structurer notre message, c'est ça la base. Peu importe l'outil. Peu importe les outils que nous allons utiliser, nous allons impacter et nous allons atteindre notre objectif. La cible. Voici la réalité. Or, aujourd'hui, ce que les gens ils font, c'est quoi? Ils pensent outils de diffusion avant de penser le message. Mais vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux comme 90% des personnes et ne rien dire en fait. C'est-à-dire, si moi je prends les communications d'un candidat quelconque aujourd'hui sur les 3 derniers mois, je ne vais trouver aucune cohérence entre les messages qui sont diffusés. Parce qu'en fait, ils posent pour exister. Ce n'est pas défini dans une stratégie qui lui permet de dire, quand je dis aujourd'hui que le courant coûte cher, demain, la semaine prochaine, j'ai fait un autre post dans lequel je montre que le pouvoir d'achat du Gabonais n'est pas adapté au coût du courant. C'est-à-dire, quand on va lire, on va dire il est en train de s'attaquer au pouvoir d'achat des Gabonais. Il veut que sa promesse, ça va donc peut-être être qu'il faut qu'il soit rehaussé ou que les choses soient revues à la baisse, que la mercurielle, comme on a vu là. Mm-hmm. Mais il faut que ce soit cohérent. Donc, les outils de communication de l'homme politique, aujourd'hui, ce qui rend l'homme politique fort, c'est le message. Toute la différence se fait dans le message. Après, oui, il y a la forme du message qui est importante. Et vous et moi, on en a déjà parlé. La forme du message, ici, c'est si moi, je suis à Mabanda, est-ce que c'est dans l'Union que je vais faire mon annonce? Non. Mais vous savez combien de messages des candidats des régions les plus reculées du Gabon on lit dans l'Union? Mais vous vous adressez à qui? À ceux qui lisent l'Union à Libreville ou à la population? Je dis que c'est sociologiquement et anthropologiquement défini, le message d'un homme politique. Le président de la République gabonaise, quand il fait campagne, il ne fait pas campagne pour les gens de l'art. Il fait campagne pour les Gabonais. Ça, c'est limite au Gabon. Mm-hmm. Et dans les zones, dans les pays où il y a des Gabonais qui habitent. Donc, c'est parce que ça touche les Gabonais. Donc, faut être cohérent entre votre message et les outils de communication que vous allez utiliser. Est-ce que vous pensez qu'à Mabanda, les électeurs, là, ils regardent Facebook? Non. Donc, tout se passe entre comment vous allez...
Et il faut savoir faire un savant mélange. Pour ceux qui sont en ville, c'est facile. Vous pouvez utiliser tout. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, la proximité. Et en politique, je sais que c'est anthropologiquement très particulier. En politique, il faut serrer les mains des gens. Il faut faire les bises aux gens. Il faut leur dire que vous comprenez ce qu'ils vivent. Et pour comprendre ça, il faut aller là-bas. Donc, pour moi, aujourd'hui, pour ce moment de campagne qui est très particulier au Gabon, ça dure 15 jours. Pendant 15 jours, sur le reste de l'année, les hommes politiques doivent faire l'effort d'oublier tout ce qu'ils utilisent là, Facebook, tous les jours là, et d'aller voir les populations qu'ils sollicitent. Il faut aller s'asseoir avec eux dans les corps de garde. Il faut aller à la rivière avec eux. Il faut aller voir comment ils vivent. Il faut aller toucher du doigt. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez leur dire en les regardant que je comprends ce que vous vivez. Et donc, j'ai besoin que vous m'aidiez à améliorer ça. Ce n'est pas en faisant de belles infographies et en les diffusant. La campagne politique, c'est la proximité. C'est le contact. Pendant 15 jours, vous devez être au contact. Pour ceux qui sont candidats à la présidentielle, c'est compliqué parce qu'il faut avoir les moyens de se déployer sur l'ensemble du territoire en 15 jours. Mais pour les députés, pour les élus locaux, c'est facile parce que vous avez une circonscription bien définie. Chacun a une circonscription, oui. Allez-y, allez les voir. Il y a des députés qui vivent à Libreville. Ils vivent à Libreville. Pourtant, ils appartiennent à d'autres... À une circonscription qui est au fin fond du Gabon. Monsieur Bois, on a parlé de stratégie, on a parlé de canaux et de supports ou d'outils de communication. J'aimerais maintenant, cette fois-ci, que l'on parle un peu de contenu. Parce que les belles photos, quelques lignes sur Internet ou de belles infographies dans les journaux papier et autres, c'est intéressant. Mais quand on est sûr d'avoir un bon service de communication ou d'avoir de bons communicants politiques autour de nous, qu'est-ce qui doit constituer réellement le contenu de notre communication? Tout à l'heure, on a dit que nous discutions et nous disions que le point central pour élaborer une stratégie de communication, c'est effectivement le message. On sait ce qu'on veut dire aux gens. En réalité, tous les hommes politiques ont le même message. Votez-moi. En fait, c'est ça le message de l'homme politique. Peu importe comment il va l'habiller, c'est votez-moi. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire, c'est comment il habille le votez-moi là pour que les gens ils soient subjugués, pour que les gens ils disent c'est lui. Qu'est-ce qui fait la différence? Voilà. Entre deux campagnes politiques, il y a un mandat. On prend le cas d'un candidat dit sortant. Donc, vous êtes député sortant d'une localité. En réalité, vous avez eu 5 ans pour aller auprès des populations, recueillir en réalité leurs besoins, leurs avis, leurs attentes, tout cela qui va vous permettre de faire un mix et de les toucher là où ils ont des attentes. En fait, c'est un métier de dupe. Vous m'envoyez chez vous, vous me prenez comme consultant. Moi, je vais sur le terrain et puis je parle avec les gens. Je fais peut-être même un sondage. Dans les meilleurs des cas, je fais un sondage, je discute avec les gens et je vous reviens en disant ils ont un problème d'eau. Bon, ils trouvent que ça là, c'est un peu trop cher. C'est moi qui vous amène ça. Oui. C'est moi le consultant, c'est moi qui fais ce diagnostic. C'est un diagnostic que j'ai fait. Et je vous dis, pour parler aux gens de chez vous là, voilà ce qu'ils attendent. Ils veulent un collège. Vous voyez? Donc les messages en politique sont opportunistes. Il n'y a pas d'un candidat à un autre, ça va varier. Je vous ai dit, le message de tous les candidats, c'est votez-moi. Maintenant, chacun va utiliser le votez-moi à sa manière. L'autre, il va dire, Monsieur Bois était là pendant 5 ans. Il n'a rien fait. Donc, il faut me voter parce que lui n'a rien fait. Pas parce que moi, j'ai fait quelque chose, mais parce que lui, il n'a rien fait. Donc, on prend un positionnement, on dit, nous, on va dénigrer celui qui est là. Et puis, on va dire que, comme il n'a rien fait, même si on ne sait pas encore ce que nous, on va faire, mais il faut nous voter parce que lui, il n'a rien fait. Donc, on est dans une campagne de dénigrement. On peut venir avec un programme structuré. C'est notre message. Nous, on n'est pas là pour dire que X n'a pas fait, X a fait.
On est là pour dire que nous, on est d'ici. On a pris le temps d'observer et on pense que voilà ce qu'on peut proposer pour qu'ensemble, nous ayons des conditions de vie plus agréables. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en politique, le message est opportuniste en fonction des attentes des populations. Si vous venez dire à des gens qui, dans leur village, n'ont pas besoin, n'ont pas de courant, que vous venez mettre une blanchisserie, mais ils vont vous dire que mais que toi, tu connais pas nos problèmes, en fait. Comment tu nous mets une blanchisserie avec des machines à laver alors qu'on n'a pas de courant dans la localité? Vous voyez, le message en politique, en période de campagne politique, il est opportuniste. C'est aussi pour cela que généralement, après les élections, après la campagne, ces messages s'arrêtent parce que c'était des messages de séduction. Et ça ne correspond pas toujours à la réalité dans la mise en œuvre de ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'il y a toujours un décalage quand on dit il y a eu les promesses électorales et puis il y a eu la réalité durant le mandat. Parce que, Madame Zengi, quand vous venez là, vous ne connaissez pas comment fonctionne la machine de l'État. Vous vous dites que moi, je suis Gina Zengi, moi, je suis candidate, moi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Très bien. Et puis, quand vous êtes élu là, la réalité vous rattrape. Vous êtes obligé d'ajuster. C'est pour ça qu'on dit que les messages sont opportunistes. Vous êtes obligé d'ajuster. Et puis, vous allez entrer vous dans un cycle de programme. Vous allez dire, notre gros slogan, c'était ça. Au cours des deux prochaines années, nous allons faire ça. On va appeler ça comme ça. Donc, vous segmentez votre programme, vous segmentez votre message parce que vous savez que vous ne pouvez plus le prendre de manière aussi grossière que vous l'aviez présenté. Vous avez 15 jours pour dire aux gens que vous pouvez gérer une circonscription ou un pays pendant 5 ans. Vous avez 15 jours pour ça. Ensuite, vous avez 5 ans pour convaincre les gens et pour travailler. Ce n'est pas toujours évident. En politique, ce n'est pas toujours évident. Alors, Monsieur Bois, on l'a déjà un peu effleuré tout à l'heure quand vous nous avez dit que les hommes politiques doivent aller sur le terrain, surtout les représentants de l'Assemblée nationale et les élus locaux, parce que c'est là-bas que les choses se passent. Alors aujourd'hui, je suis sûre qu'au moment où on est en train de faire cette émission, on est en plein déjà dans la campagne électorale. Là, je suis sûre qu'il y a des candidats qui vous écoutent. Quels sont les éléments qu'ils doivent retenir et qu'ils doivent garder comme indispensables vers leur course, bien entendu, pour la victoire qu'on leur souhaite à tous, même si, bien entendu, il y aura des personnes qui se casseront la tête, comme d'habitude. L'indispensable pour un candidat politique, c'est déjà la disponibilité. Parce que vous ne pouvez pas discuter avec les gens si vous n'êtes pas disponible pour eux. On a dit qu'il faut pouvoir prendre votre voiture, votre avion ou le train, aller vers les populations. Il faut avoir un message qui est cohérent et qui correspond à la réalité des personnes que vous allez solliciter. Il faut avoir un message qui répond à leurs attentes. En réalité, ce n'est pas vous qui définissez leurs attentes. C'est une erreur. Vous savez, les hommes politiques qui pensent qu'ils sont surpuissants et qui pensent qu'ils peuvent définir les attentes des populations. C'est pour ça que souvent leurs programmes ont des frictions avec les populations. Même nos enfants dans la maison, si vous essayez d'imposer à votre enfant ce qu'il doit porter, ce qu'il doit manger, vous allez avoir des problèmes avec lui. Ça, c'est votre enfant dans la maison. Imaginez des populations avec lesquelles vous passez un deal. C'est un deal. La campagne politique, c'est une période de deal. Tu nous promets ça. Si on te met là-bas, il ne faut pas que tu oublies que tu as promis ça. Tu dois faire ce que tu as promis. Donc, l'indispensable pour l'homme politique, c'est même si vous avez la possibilité ou que vous entrevoyez la possibilité de faire très haut, il faut avoir des ambitions minimalistes. Et réalistes. Peut-être même pas réalistes. Même quand c'est réaliste, minimisez-les. Parce que c'est plus agréable de surprendre les gens. Parce que si vous restez dans le réalisme, Madame Zengi, vous avez dit que vous allez construire une école. Vous construisez l'école. Mais on n'a pas à vous féliciter pour ça. On a dealé sur ça. Vous nous aviez dit que vous allez construire l'école. On vous a donné la possibilité, vous allez construire l'école. C'est notre deal. Mais si vous aviez dit que je vais réfectionner l'école et qu'à côté, vous construisez une nouvelle école, celle-là, elle n'a même pas dit qu'elle allait faire ça. Donc, il faut être très minimaliste.
Une fois de plus, on n'est pas dans une stratégie commerciale où c'est pur. Il faut prouver à votre conseil d'administration que si on met telle somme, nous allons vendre comme ça et nous allons avoir tel bénéfice. Non pas d'une relation de confiance entre les individus. Les gens vont continuer à vous croire et à vous accompagner sur la base de ce que vous allez faire. Je vous ai dit que vous n'avez que 15 jours pour convaincre les gens. Une fois qu'ils vous ont élu, vous avez 5 années avec eux. Et c'est sur ça qu'ils vont vous juger. Parce qu'ils ne vous jugent pas pendant les 15 jours. Ils vous écoutent, vous arrivez à les sublimer. Vous l'avez dit vous-même. Celui qui gagne le terrain de la communication a gagné. Les gens, ils pensent que la communication, ça ne sert à rien. Attention, celui qui a la maîtrise de la communication a déjà gagné. C'est pour ça qu'ils se battent. C'est pour ça. Vous allez voir là bientôt, dès qu'on va ouvrir la campagne là, il y a des candidats qui ont déjà payé tous les espaces de communication que vous pouvez avoir dans la ville. Parce qu'il y a une bataille, c'est psychologique. La communication est psychologique. Les êtres humains sont des éponges qui absorbent sans s'en rendre compte. Si vous voyez, et personne n'aime perdre. Je vous dis, personne n'aime perdre. Si vous faites un sondage ici, à la radio, s'il y a 20 personnes, et que vous dites, entre Christian et Dafresh, il y a une élection. Et vous faites un sondage, et vous arrangez pour que tout le monde dise, sur 20, que 12 personnes disent Christian. La 13e personne va dire Christian parce qu'elle ne veut pas être dans le camp des perdants. Personne ne veut perdre. Donc, dans la bataille de la communication, on se dit de manière implicite, celui qu'on voit le plus, c'est celui qui a le plus de chances de gagner. Donc, je vais me ranger inconsciemment du côté du gagnant. Si vous faites un match de football, Brésil contre une autre équipe, de facto, le cœur de tout le monde balance vers le Brésil, même si le Brésil n'est plus le fameux Brésil d'il y a quelques années. Parce qu'on se dit qu'il y a plus de chances que je sorte de là avec la joie qu'avec les larmes de la défaite. Vous voyez, c'est le même principe en communication. On joue sur les affects, on joue sur les sentiments des gens. C'est souvent même comparé à de la manipulation. Autrefois, c'était de la propagande. Mais on joue sur ça avec les affects des gens parce que personne ne veut perdre. Alors, à l'heure où les candidats sont tous déjà en chemin pour la grande campagne qui va permettre de déterminer qui va gagner ou qui sera élu, il reste encore que certains candidats ou n'ont pas encore bouclé leurs équipes ou commencent à chercher qui peut les aider et tout sur le terrain de la communication, ou certaines personnes pourraient être nommées demain, portées à des postes de responsabilité, ainsi de suite. Ce sera notre dernière question, Monsieur Bois. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être important ou devrait être capital lorsqu'on choisit un conseiller en communication, un communicant politique, un collaborateur en communication? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui doit être important pour nous? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Premièrement, surtout ne pas se dire « j'aime bien ce journaliste, il va faire l'affaire ». Le journaliste, il va faire son métier de journaliste. Vous pouvez prendre un consultant politique en individuel ou en cabinet. Mais attention, n'en faites pas un salarié, n'en faites pas un fonctionnaire. Pourquoi? Parce que les pesanteurs de l'administration, les pesanteurs du lieu de travail vont lui enlever cette distanciation qu'il a de pouvoir vous regarder et vous dire « ça, c'est pas bien. Ça, il faut orienter comme ça. » Vous voyez, j'ai envie de dire qu'il y a une relation très paternelle entre les gouvernants quand tu constitues leurs équipes. C'est ma nièce. C'est pas évident que c'est une bonne journaliste. C'est pas évident qu'elle vous dise que ce ministre, ça, c'est pas cohérent. Il faut prendre des cabinets qui vont vous envoyer en interne des points focaux. Et des points focaux qui vont vous entraîner, qui vont vous mettre en place des stratégies qui vont tenir compte de vos temps de média training, de la relecture de vos discours, de l'orientation que vous devez donner, de comment vous positionnez sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas prendre quelqu'un parce que vous voulez le recruter et le mettre dans votre équipe. Il va devenir votre employé. Il y a très peu d'employés dans le monde qui ont le courage ou qui se donnent la possibilité de critiquer leur employeur. Votre communicant, votre consultant en communication politique ne peut pas être votre employé.
Parce que vous lui enlevez la possibilité d'observer les choses de manière neutre. Vous voyez, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on fait une grosse erreur de prendre des gens et puis de les nommer, de les mettre conseillers. Si vous me nommez conseiller, je me bats plus pour rester conseiller que pour vous conseiller. Je commence à me battre pour moi-même, je commence à me dire que mais peut-être que ça peut être moi-même. Donc je commence à avoir un agenda qui n'est pas toujours votre agenda. Agenda caché. Voilà, et c'est très dangereux pour les gouvernants, pour les administrations, d'avoir des conseillers en communication politique notamment, qui soient des employés de ces administrations. Qui soient des employés. Après, je ne sais pas comment est structuré l'organigramme, mais même quand vous avez un conseiller en communication qui travaille au sein du ministère, il vous faut une agence de conseil en communication qui va travailler avec votre conseiller en communication pour définir un certain nombre de choses et faire en sorte que votre communication soit la plus optimale possible. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on peut donner aujourd'hui. Et c'est tout le problème, c'est toute la bataille que nous, agences de communication, agences de conseil en communication, nous menons. Parce que, vous savez, les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'on appelle élaborer une stratégie de communication. Pour eux, ils confondent la stratégie et les actions de communication. Si vous allez voir quelqu'un aujourd'hui, vous lui dites « j'ai besoin de communiquer ». Dès que vous faites la stratégie, vous lui dites « ça coûte tant ». Elle dit « oh, mais ça coûte ça comment, mon petit ?» Mais m'appelle les journalistes, tu payes les journalistes. On n'a même pas encore un contenu à la télé. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, donc c'est tout le débat que nous avons aujourd'hui. Il faut que dans ce Gabon qui se modernise sur le plan de la communication et de plus en plus rapidement, il faut que les dirigeants comprennent l'intérêt d'avoir des agences qui définissent les stratégies et qui sont implémentées, s'ils le veulent, par leurs équipes de communication en interne. Vous ne pouvez pas rédiger vous-même vos stratégies et l'implémenter. Vous allez vous y perdre. Parce que c'est un gros document. Il faut quelqu'un qui le définisse pour vous avec un regard extérieur en fonction de vos attentes, du cahier de charges que vous allez lui donner. Et ensuite, vous avez une équipe en interne qui ne va faire qu'implémenter, exécuter ces actions de communication. Ce n'est que comme ça que nous allons arriver à une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus audible et optimale que ce qu'on a aujourd'hui. Monsieur Bois, merci beaucoup. Je suis sûre que vous avez des clients qui sont impliqués dans la campagne électorale à venir. À tous les candidats, bon courage à tous. Et aujourd'hui, je lisais un post sur Internet et quelqu'un disait « Lorsque le diable veut détruire la vie de quelqu'un, il éloigne de lui toutes les personnes qui lui disent la vérité. » J'espère que vous garderez cette citation. Elle m'a marqué, je ne sais pas pourquoi, et je me dis que notre discussion allait dans ce sens. Marcher avec des collaborateurs qui vous disent la vérité et pas des collaborateurs qui vous caressent dans le sens du poil. On se retrouvera bien entendu la semaine prochaine avec un autre invité pour parler d'une autre thématique et il sera tout aussi passionnant et intéressant que les précédents. Merci à Ivanov pour son support indéfectible et à la semaine prochaine.